Il est présentement 10h30. Je pense qu'on pourrait probablement commencer tranquillement. En fait, bonjour tout le monde. Moi, c'est Charles Fournier. Puis c'est moi le chargé du programme jumelage communautaire du café, puis je suis aussi formateur interculturel. Donc, aujourd'hui, j'ai plus ou moins le plaisir de vous livrer cette session-là. C'est une session qui a été écrite puis qui va être présentée aussi en collaboration avec le Conseil multiculturel puis le CAFI. Donc, considération culturelle dans le temps du COVID-19. Fait aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de parler des différents éléments qui peuvent vraiment affecter nos clients à travers de la pandémie. Puis en fait, ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que nos clients, euh, les problématiques auxquelles ils vont faire face dans le COVID-19, d'une manière générale, les problématiques en général. Pour nos clients, ça va tout le temps être un petit peu plus pire, deal avec ces problématiques-là à cause de quelque chose qui est appelé l'effet amplifié pour les nouveaux arrivants. Fait que quand on parle de l'effet amplifié pour les nouveaux arrivants, ça veut tout simplement dire que ben, nos clients vont faire face à des problématiques additionnelles que certaines personnes, des nouveaux arrivants longuement établis, par exemple, ou des personnes qui sont canadiens d'origine, qui ont passé toute leur vie au Nouveau-Brunswick, ne vont pas nécessairement faire face à. Ce que ça veut dire vraiment, c'est juste, par exemple, on sait tous que c'est difficile d'être une personne âgée ou que c'est difficile d'être un enfant, ou peu importe. Ben, c'est encore plus difficile d'être une personne qui est âgée nouvellement arrivée. C'est encore plus difficile d'être une personne qui est enfant nouvellement arrivée. Fait que par rapport à tout ça, cet effet-là comme tel, qui est l'effet amplifié pour les nouveaux arrivants, ça veut tout simplement dire qu'il ne faut pas oublier, avant même qu'on commence à intervenir avec nos clients, avec les personnes qu'on cible dans nos interventions, que pour eux autres, il va y avoir davantage de difficultés comme telles en général par rapport à euh, ce stuff-là, puis le COVID-19. Une autre chose à prendre en considération, c'est qu'il y a plusieurs impacts que le COVID-19 va avoir par rapport à notre clientèle, mais pour nous, dans notre cas aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est on va plus ou moins se concentrer sur ce qui est différence interculturelle, puis sur ces considérations-là. Fait que ma job aujourd'hui, c'est d'essayer de rendre votre vie un peu plus facile et d'essayer de vous donner des outils par rapport à tout ça. Et je vous dis, c'est comme la première fois que j'utilise un médium de communication comme ça. Fait que si jamais il y a de quoi, donnez-moi juste une couple de secondes pour m'habituer. Puis, yeah, c'est vraiment ça. Fait que de quoi qu'on va parler? Ben, notre session aujourd'hui, on va parler de la communication, on va parler de comment on peut communiquer avec nos clients de manière générale. Puis, on va aussi parler de comment le COVID-19 aura un impact sur nos interventions. La deuxième chose qu'on va parler de, c'est l'accessibilité aux services. Fait qu'on va parler des obstacles qui font en sorte que nos clients ont des difficultés à accéder à certains services spécifiques. Puis, on va aussi parler de comment que ces difficultés-là sont encore plus accentuées en contexte de COVID-19. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à la question suivante. Ben, c'est quand même assez difficile de pouvoir se trouver un médecin de famille. C'est quand même assez difficile d'être capable de comprendre comment naviguer le système de santé d'une manière générale. Euh, Tout ça est encore plus difficile à cette heure à cause qu'on a mis à cause du contexte de COVID-19. Fait qu'on va voir comment on peut aider nos clients à passer à travers ces difficultés-là. Puis finalement, un autre point qu'on va voir à travers de la formation, c'est comment conscientiser les personnes sur l'importance des bonnes pratiques qui sont liées à la distanciation sociale slash physique. Fait que j'appelle ça distanciation sociale physique parce que en fait, ce qui se passe, attendez une minute, ça sera pas long, je vais juste aller regarder ça.
En fait, ce qui se passe à cet instant, c'est il y a beaucoup de personnes, ils ont changé la terminologie de distanciation sociale à physique parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui pensaient que distanciation sociale voulait dire absence complète de socialisation avec les personnes dans leur entourage. Fait que, ce qu'on veut que les gens savent, c'est que tu peux quand même socialiser pareil avec les personnes. C'est juste que tu ne peux pas socialiser physiquement par rapport à tout ce stuff-là. Je veux dire, tu peux prendre le téléphone, puis tu peux arriver, puis tu peux lâcher des textes pour voir un peu ce qui se passe avec les personnes. Tu peux aussi leur parler par rapport à le chat ou une variété de choses comme ça. Mais tu peux juste pas être dans la même place que la personne comme telle. Donc, quand on va parler de communication, on va parler des réseaux de communication. On va regarder comment on peut faire circuler la bonne information au client de la bonne manière, puis comment on peut écrire de l'information, donner de l'information qui va être pertinente pour eux autres, puis qui vont comprendre, puis qui va être facile à accéder. Un autre obstacle qui pourrait être lié à la communication, en fait, c'est que c'est qui est considéré comme étant barrière linguistique. Fait que par rapport à ça, on sait qu'il y a des clients, il y a différents types de clientèle qu'on intervient avec, puis il y en a qui sont encore en train d'essayer de s'adapter par rapport à leur intégration ici, puis les barrières linguistiques, c'est parmi une des obstacles qu'ils essaient de couvrir puis de naviguer au-dessus. Une autre chose qu'on va essayer de parler, qu'on va parler d'aujourd'hui, c'est comment amener un bon processus de découverte. Fait qu'un processus de découverte, ça peut plus ou moins être identifié comme étant une évaluation de besoins et d'aiguillage. Fait que comprendre les différents besoins de nos clients, comment on peut les orienter à ces ressources-là. Contenu, gardons en tête que là, l'accessibilité aux ressources est un peu plus compliquée vu que COVID-19 est là, puis il y a une variété de politiques qui est mise par rapport à ça. Puis, on va parler de considérations culturelles en termes de communication. Bon. Je suis en train d'utiliser, en fait, 2 écrans pour la présentation, fait que c'est pour ça que peut-être bien que ça me prend un peu de temps à changer d'un écran à l'autre. Fait que je remercie votre compréhension par rapport à ça. D'ailleurs, ce que les personnes obtiennent leur information? En fait, nous autres, toutes les personnes qui assistent à cette formation-là, aujourd'hui que je suis en train de donner, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que nous, on est quand même au courant de ce qui se passe avec le COVID. On sait qu'à tous les jours que le premier ministre Justin Trudeau va donner une conférence de presse entre midi et 1 heure. On sait qu'à tous les jours, le premier ministre Blaine Higgs puis la médecin en chef du Nouveau-Brunswick, Jennifer Russell, vont parler aux alentours de 14h30 puis 15h. On sait que si on veut avoir des bonnes informations par rapport au COVID-19, on peut aller sur la page www.gnb.ca/coronavirus pour avoir des bonnes informations. En fait, ce qui se passe, c'est que nous, on sait où aller voir pour avoir la bonne information parce que, en fait, plusieurs d'entre nous ont grandi là-dedans. Plusieurs d'entre nous, ça fait quand même assez longtemps qu'on est là, qu'on a appris à développer un bon réseau pour justement savoir où aller se connecter pour avoir ces bonnes informations-là. La problématique qu'il ne faudrait pas penser, le piège qu'il ne faudrait pas tomber dedans, en fait, c'est de penser que toutes les autres personnes sont aussi tant connectées que nous par rapport à l'information. Puis ils savent déjà en avance où ils peuvent aller chercher toutes ces informations-là. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Justin l'avait expliqué, puis j'étais étonné, puis comme pas étonné en même temps dans sa session. Beaucoup de nouveaux arrivants, quand ils ont commencé à faire une médiation quand même assez intense par rapport au COVID-19 puis par rapport à toutes les différentes problématiques, en fait, beaucoup de nouveaux arrivants n'étaient pas nécessairement connectés avec l'information. Fait que j'ai trouvé ça surprenant en premier lieu, mais par après, je me suis rendu compte, oui, c'est comprenable parce que eux, en fait, qu'est-ce qui se passe?
Il y en a beaucoup d'entre eux autres, spécialement les personnes qui viennent juste d'arriver, qui sont encore connectées avec les médiums de communication de leur pays d'origine. Okay? Fait qu'il faut qu'on se demande c'est de où qui prennent leur information. Ces informations-là ne veulent pas nécessairement dire qu'elles sont représentatives des réalités du Nouveau-Brunswick. Fait que le message à retenir, c'est quand on va procéder à la création de chaînes de communication, quand on va vouloir envoyer des messages aux nouveaux arrivants, des updates qui sont quand même assez importants, il faut s'assurer, que les gens savent que ces médiums-là, puis ces chaînes de communication-là existent, mais il faut aussi s'assurer que c'est créé, puis c'est taillé, puis c'est mis en place pour nos clients qui sont les personnes nouvellement arrivées, qui sont les immigrants, puis qu'on profite de ce qui est déjà super populaire, puis que ce qui est utilisé par eux autres pour pouvoir communiquer cette information-là. Fait que, par exemple, faire sûr que les associations ethnoculturelles sont des partenaires dans la livraison de l'information qu'on va donner aux personnes, parce qu'en fait, peut-être bien que je ne suis pas tout à fait sûr avec la statistique, mais il me semble que j'ai entendu dernièrement, je pense que ce n'est pas un secret. Beaucoup de nouveaux arrivants vont en fait ne pas vraiment faire appel aux services comme les associations multiculturelles, par exemple. C'est peut-être bien 40% de la population immigrante qui fait appel à ces services-là. Il y a beaucoup de contacts qui est fait avec les associations ethnoculturelles à distance aussi. Fait qu'il faut absolument, si on veut donner de l'information qui est quand même assez importante, faire sûr que toutes les instances utilisées par les nouveaux arrivants sont incluses dans le processus. Puis, en fait, par rapport à ça, si jamais vous avez des questions pour ça, vous pouvez m'envoyer un courriel un peu plus tard, mais moi, en plus de vous donner cette session-là aujourd'hui, je fais aussi partie d'un comité de communication COVID-19 qui a été mis en place par le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Le but de ce comité-là, c'est de créer une chaîne de distribution justement pour les nouveaux arrivants à travers des associations multiculturelles, jusqu'ils vont pouvoir avoir des mises à jour quand même assez régulières de ce qui se passe avec le COVID-19, les nouvelles politiques qui sont mises en place, puis les différentes ressources qui sont accessibles. Dans l'éventualité, je sais qu'il y a plusieurs personnes tout de suite qui assistent à la formation. On a différents secteurs. On a un secteur gouvernemental, on a un secteur aussi par rapport à l'éducation. On a aussi d'autres secteurs comme ça, des institutions postsecondaires. Dans l'éventualité que vous avez des points importants à communiquer aux personnes, faites-moi savoir. Ça me fait un plaisir de vous connecter avec le comité pour qu'on puisse incorporer vos éléments qui sont absolument très pertinents pour nos clients dans la livraison de l'information. Fait que c'est pas mal ça. On va passer à l'autre slide. Parfait. Mes affaires ont l'air à marcher. Ce ne sera pas long. Bon. Fait que par rapport aux barrières linguistiques, qu'est-ce qu'on va survoler ici? On va survoler l'importance de la traduction, de l'interprétation. On va aussi explorer par rapport aux informations pré-traduites, qu'est-ce qu'on peut prendre. Puis on va aussi explorer le soutien au sourçage. Une chose à prendre en considération par rapport à tout ça, c'est si on ne parle pratiquement pas aucune des deux langues officielles du Canada, notre intérêt plus ou moins à vouloir s'abonner aux chaînes de communication qui existent déjà ici va être pratiquement non existant. Je pense que c'est juste normal. C'est pour ça que si on veut bien communiquer notre information à une population spécifique, c'est fort probable qu'il va falloir adapter le texte, puis il va falloir mettre ça le plus facile pour les autres personnes à capter les messages. Je vais prendre, par exemple, je pense que la majorité d'entre nous autres, on a déjà travaillé avec des familles syriennes. Ben, nous, au CAFI, dans le temps qu'on a travaillé avec les familles syriennes, d'ailleurs, je devrais dire, on continue encore à travailler quand même assez étroitement avec les familles syriennes. C'est souvent absolument nécessaire d'envisager une traduction puis une interprétation par rapport à l'information qu'on veut leur communiquer pour faire ceux qui puissent vraiment bien comprendre ce qu'on leur dit. Là, sur la même note, une chose importante à savoir aussi, c'est que
là, on écoute ça, puis on m'écoute parler, puis là, à ce moment-là, ça pourrait venir en tête de dire, oh, OK, bon, ben, les associations multiculturelles ont des interprètes, puis peut-être qu'on pourrait faire un partenariat pour être capable de communiquer notre information euh, à nos clients qui sont plus ou moins vulnérables. C'est une chose qui n'est pas nécessairement fausse. La seule affaire qu'il faut prendre en considération en ce terme, c'est que vu les situations et les circonstances présentes qui sont liées au COVID, c'est possible que les interprètes, les associations multiculturelles, les traducteurs ne soient pas aussi accessibles qu'ils l'étaient avant même que toute cette pandémie-là commence, puis déjà que l'accessibilité aux ressources était quand même assez limitée dans la période pré-COVID. Fait que l'affaire, c'est, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on ne pourra pas aider les gens à communiquer de l'information, mais c'est à prendre en considération peut-être bien que ça ne sera pas toujours possible, peut-être bien même des fois que ça sera impossible vu les circonstances qui se passent. Mais malheureusement, c'est ça la réalité. Toutefois, c'est sûr et certain qu'on peut voir que c'est qu'on peut faire dans l'éventualité qu'il y aurait quelque chose. Comment qu'on va faire, nous, pour s'assurer que les informations qu'on communique aux clients sont quand même claires. Puis avant d'aller à ce step-là, je voulais juste dire, c'est quand même important de noter aussi que la majorité des informations qui nous viennent de l'instance du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial en partant, sont traduites en anglais puis en français. Fait que ça, déjà, c'est quand même des bonnes choses. L'autre chose aussi, c'est que c'est possible de pouvoir utiliser des outils qui sont gratuits. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir le meilleur job possible par rapport à ça, mais comme, excusez, Google Translate, des affaires comme ça aussi, c'est aussi accessible. C'est important de ne pas oublier ça. Mais pour revenir à comment on va faire pour s'assurer que nos clients comprennent l'information qu'on est en train de leur transmettre. On va parler d'une technique dans les prochaines diapositives qui est vraiment importante, puis ça même, je pense que ça serait safe à dire que c'est la base de la communication interculturelle. Ça s'appelle la vérification du concept. Fait, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi la vérification du concept, c'est juste une technique qu'on va utiliser pour faire sûr que les clients ont compris l'information qu'on tentait de leur communiquer. Parce que quelqu'un comme Lionel Laroche dirait, la communication, c'est pas juste émettre un message, mais c'est aussi s'assurer que les récepteurs du message le reçoivent comme si on voulait communiquer de la manière qu'on voulait l'émettre aussi. Fait qu'à travers de cette technique-là, on va voir plus ou moins comment on peut parvenir à la réalisation de cet objectif-là. Fait qu'on va faire ça ensemble à l'instant. Ça englobe aussi notre phase de comment on peut faire un processus de découverte. Fait qu'un processus de découverte, c'était plus ou moins comment on pouvait faire une évaluation de besoin d'aiguillage qui était pertinent pour nos clients et qu'on puisse avoir des bonnes réponses. Des réponses qui sont vraiment réalistes et globales par rapport à toutes les différentes questions qu'on peut poser. L'évaluation de besoin d'aiguillage, je pense qu'on est tout au courant que c'est une étape qui est quand même assez cruciale par rapport à tout ça. Une chose qu'il ne faudrait pas oublier rendu à cette étape-ci, c'est très important de penser à comment on pose nos questions pour nos clients. Parce que la manière qu'on pose nos questions, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir nos réponses. Fait qu'ici, à titre d'exemple, imaginez-vous qu'une personne vous rend visite parce qu'elle a perdu son emploi, puis elle n'a plus assez d'argent pour subvenir à ses besoins alimentaires. Fait à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voudrait faire? Bon, on voudrait savoir si la personne a assez de nourriture. Okay? Notre réflexe, ça serait de lui poser la question, as-tu assez de nourriture? Ou à la limite, as-tu considéré aller à une banque alimentaire? La personne va nous répondre oui. Fait que là, nous autres, en fait, on pense qu'on a eu une question, on pense qu'on a eu une réponse, jusqu'à ah, OK, bon, cette personne-là a assez de nourriture, cette personne-là, c'est au pire des cas, si jamais il y a de quoi qu'elle peut accéder à une banque alimentaire, ma job est faite, prochaine question. Ce n'est pas nécessairement la réalité, puis il y a quelques considérations qu'il faut prendre ici. OK?
Ben, en premier lieu, c'est possible que la personne dise oui tout simplement parce qu'elle est embarrassée par la situation. Okay? L'autre chose, c'est peut-être qu'elle n'a pas vraiment bien compris le sens de la question que tu lui posais, à titre d'exemple, ben, assez de nourriture pour combien de temps? Pendant une semaine, pour un mois. C'est peut-être même possible que cette personne-là ne sait pas c'est quoi une banque alimentaire, parce qu'il ne faut pas oublier non aussi qu'il y a beaucoup de nos clients qui peuvent venir d'une région jusqu'ils n'ont pas nécessairement ces formes de programmes sociaux-là mis en place. Ça ne sera pas long, je vais juste regarder. Okay. Bon. Fait que ça se peut que cette personne-là, culturellement parlant aussi, viendrait d'une place où le concept d'une banque alimentaire, ça n'existe pas parce qu'il n'y a pas des aussi de programmes sociaux qui est développé fort comme au Canada, par exemple. Puis, la pire problématique qui pourrait arriver, c'est, mettons, la personne va dire oui parce qu'elle pense qu'elle a bien compris la session, puis, ben, pas la session, mais la question, puis en fait, elle n'a vraiment pas bien compris, puis elle était complètement à l'extérieur du champ, puis là, elle s'en va vers une trajectoire qui est plus ou moins erronée. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est quand on pose des questions fermées, on va avoir des réponses fermées. Puis la problématique, c'est quand on a une réponse fermée, on peut associer qu'on a eu une réponse qui était véridique et était valide, mais en réalité, on a eu une réponse qui n'avait pas rapport. Fait que nous autres, par exemple, si on est des personnes qui travaillent à l'accueil et à l'établissement, puis on est en train de faire un plan d'établissement avec ces personnes-là, puis on veut voir un peu ce qui se passe, on va faire un plan d'intervention, un plan de crise, puis à ce moment-là, ben, la personne nous dit oui, ben, on pense qu'on n'a pas besoin de s'occuper de ça, puis on va passer à la prochaine étape. Mais en réalité, cette personne-là, ses besoins ne sont pas répondus quand que ça vient à ça. L'affaire qui se passe, c'est que nous, on projette le fait, on projette que ces personnes-là savent c'est quoi une banque alimentaire parce que nous autres, on sait c'est quoi une banque alimentaire parce que c'est quelque chose qui nous est familier. Puis, on ne prend pas en considération que ça ne veut pas nécessairement dire que tous les clients savent ce concept-là. Mais on peut assumer, parce que pour nous autres, c'est facile de dire, ben, si moi je sais c'est quoi, ces personnes-là savent c'est quoi et tout. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le cas. Fait que comment on fait pour faire sûr que nos clients comprennent bien que c'est qu'on essaie de leur communiquer et de leur transmettre? Mais c'est en utilisant justement la question de vérification des concepts. C'est quoi la vérification des concepts? Donc, mettons, si on revient back à l'exemple, on avait une personne qui avait perdu son emploi, puis elle venait nous voir parce qu'elle avait des inquiétudes par rapport à l'argent. Okay? Ben, là, à ce moment-là, nous autres, on pouvait arriver et on pourrait être bien expliquer à cette personne-là c'est quoi une banque alimentaire, par exemple. Puis là, notre réflexe naturel à cette personne, ben, quand on parle avec cette personne-là, ce serait de lui demander, ben, tu m'as-tu bien compris quand j'ai parlé? Cette personne-là va probablement te dire oui, mais ça revient encore à la même affaire que tout bien que les personnes n'ont pas nécessairement compris la question, puis ils vont être gênés pour pour demander de la reformulation. Ça, tu peux voir ça quand même assez fréquemment avec des personnes qui viennent d'une culture où c'est hautement hiérarchisé. Okay? L'autre chose, c'est quand que tu dis à une personne, est-ce que tu m'as bien compris? As-tu bien compris? Bien là, à ce moment-là, tu es en train de mettre la responsabilité de la compréhension de l'information à la personne que tu essaies de communiquer l'information à. L'affaire avec ça, c'est que moi, par exemple, si je suis l'intervenant, ben c'est ma responsabilité de faire sûr que le client capte bien l'information que moi, j'essaie de lui communiquer. L'autre chose, c'est comme que si j'avais dit, peut-être bien que les clients ont compris l'information, ben, ont compris.
peut-être bien qu'il y en a aussi qui ne comprennent pas, mais ils ne réalisent pas que ce n'était pas la bonne information aussi. Puis, par conséquent, ils ne comprendraient pas. Fait que quand que je reviens puis je dis c'est quoi l'objectif de moi qui communique à ces personnes-là, ben, c'est de m'assurer que cette personne-là comprend ce que j'essaie de transmettre comme information. Fait qu'à la place de leur demander si ils ont bien compris, je vais utiliser la question est-ce que je me suis bien expliqué? Ou est-ce que je me suis expliqué correctement? Pour faire sûr qu'ils n'ont pas ressenti cette pression-là de comprendre l'information, parce qu'en fait, ma responsabilité, c'est de bien l'expliquer pour qu'ils puissent bien comprendre. Okay? Et là, si la personne me dit oui, ben, il faut que je creuse un peu plus pour m'assurer que cette personne-là ait bien compris que c'est que j'ai essayé de communiquer par le biais de mes explications. Fait que si que je reviens à la question de la banque alimentaire, okay? Ben là, je peux expliquer à une personne c'est quoi le concept de la banque alimentaire. Et là, je parle à la personne, ben, est-ce que je me suis bien expliqué? Puis la personne elle me dit oui. Ben à ce moment-là, moi, je vais utiliser des questions qui sont ouvertes, des questions de vérification de concept pour voir si la personne a bien compris. Puis la manière que je vais pouvoir parvenir à cette conclusion-là, c'est par le biais de ces explications. Fait que, mettons, je dis à la personne, c'est quoi la banque alimentaire? Puis après ça, j'explique, est-ce que je me suis bien expliqué? La personne dit oui, OK. Je pourrais dire dans ce cas-là, OK, tu peux-tu m'expliquer c'est quoi le processus à entreprendre pour aller consulter une banque alimentaire? Ou si tu irais à une banque alimentaire, comment tu ferais pour savoir c'est quelle banque alimentaire la plus proche? Puis comment tu ferais pour entreprendre le processus. Puis là, si la personne t'explique exactement tout ce que tu as dit, mais elle te le reformule, à ce moment-là, tu sais qu'elle a compris. Puis si elle n'est pas capable de t'informer ou non t'expliquer ce que tu lui as dit dans ses propres mots, à ce moment-là, tu comprends peut-être bien qu'il va falloir que tu coaches un peu plus pour que la personne comprenne. Fait que vraiment, en utilisant une question ouverte pour vérifier les concepts, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir voir clairement ou pas si que les personnes ont compris, puis si que je ne devrais pas dire ça, si notre explication était assez efficace pour que les personnes comprennent. Puis ça, c'est une très bonne technique à utiliser pour expliquer le concept de distanciation sociale physique à, par exemple, des clients qui ne parlent pas français ou qui ne parleront pas anglais. Laissez-moi vous dire une affaire, ça va être une technique qui va être quand même assez importante. Puis ça, plus tard, on va expliquer comment on peut promouvoir ce concept-là de distanciation sociale et physique à nos clients. On va parler plus ou moins de la vitesse, les rythmes de communication, les modèles vocaux, directs, indirects, puis le degré du contenu émotionnel, social dans le discours. Fait que, en premier lieu, il ne faut pas vraiment assumer que tous les nouveaux arrivants peuvent parler une des deux langues officielles ici au Canada, ou qui sont familiers avec tous nos termes, tous nos patois, tous nos accents. Certains modes de communication qui vont être utilisés, ça va être des modes de communication directs, puisque les gens, vont expliquer, je veux telle affaire, on est correct avec telle chose, puis peux-tu me donner telle affaire? Puis là, tu auras des personnes aussi qui vont utiliser des modes de communication qui s'avèrent indirects. Fait que ça peut être des personnes que tu vas leur demander, par exemple, ça va-tu bien? Ils vont dire, ouais, ça va quand même bien. Là. Fait que c'est des rythmes de communication qui sont indirects. Okay? Fait que tu auras aussi des personnes que eux, quand ils vont parler, le contenu émotionnel et le contenu social dans le discours, ça va varier parce que ça, c'est des degrés qui sont culturels aussi. Fait qu'il y a des gens, dépendamment de différentes régions, qui vont mettre vraiment beaucoup de contenu émotionnel et social dans leur discours. Puis tu auras d'autres personnes, jusque pour eux autres, ça va être plus ou moins une minimisation émotionnelle dans le discours. Fait que ça, à titre d'exemple, tu pourrais avoir quelqu'un qui dirait comme hey, ça va vraiment, 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 vraiment pas bien, là. Puis, tu sais, je sais plus que c'est faire, puis je vais m'arracher les cheveux de la tête, puis, tu sais, il y a vraiment une variété d'affaires. Fait que clairement, tu vois que cette personne-là a une détresse. Okay? Mais tu peux avoir une personne aussi qui dit, tout le monde chez nous est correct, ou on est correct dans la mesure du possible. Ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là est
pas aussi tant en détresse que la personne qui a démontré beaucoup d'émotions dans le cadre de son discours. La problématique, ce serait d'assumer que, parce que cette personne-là semblait moins émotionnelle que les autres clients que tu as intervenu avec, qu'elle doit être correcte. OK? Puis c'est comme moi, ici que j'ai ça en avant de moi, ben, n'ayant jamais suivi cette formation-là ou n'étant pas vraiment familier avec ces concepts-là auparavant, j'aurais peut-être dû assumer, ah, OK, ben, cette personne-là a l'air correcte, de la manière qu'elle me parle, j'assume qu'elle est bonne. Par contre, j'ai l'autre personne qui est en train de pleurer au téléphone, mais cette personne-là, c'est clair qu'elle n'est pas correcte. Un peut faire sujet à autant de problématiques que l'autre personne. Nous autres, ce qu'il faut pas, ben, ce qu'il faut éviter de faire, c'est d'assumer que la personne qui est quand même calme passe pas à travers autant de difficultés que la personne qui s'avère quand même assez émotionnelle dans la manière qu'elle va communiquer sa détresse dans le discours. Fait qu'en fait, c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre le contexte quand on fait nos interventions avec les gens, de parler en fait avec tout le monde de la famille. Parce qu'on peut avoir différents points de vue par rapport à une certaine situation, en parlant avec toutes les personnes de l'unité familiale d'une manière générale. Puis c'est pour ça que c'est important de pouvoir écouter les personnes aussi, puis prendre le temps de vraiment voir, d'écouter quand ils parlent pour vraiment comprendre le grand contexte de leur situation. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est de ne pas assumer que tout est correct parce que les personnes sont calmes quand ils communiquent. OK? Il faut éviter la projection, l'effet miroir. Fait que ce que je veux dire par l'effet miroir, c'est en fait, on ne voit pas les personnes comme qu'ils sont, mais on voit les gens comme que nous autres, on est. OK? Fait que quand que je parlais dans que ce qui était l'erreur à faire, moi, c'est comme que si je disais autrefois, si je n'aurais pas suivi cette session-là, si je n'aurais pas non plus été sensibilisé par rapport à l'existence de ces différents concepts-là, vu que la personne parlait calmement, ben, j'aurais pu avoir eu tendance à assumer que cette personne-là était correcte parce que, en fait, la communication orale, puis peut-être bien même à un certain point, la communication non verbale, malgré que dans ce temps-ci, ça va être quand même assez difficile d'avoir les deux éléments dans une conversation, me laisse croire qu'il n'y a pas d'urgence, puis il n'y a pas de panique. En fait, ça peut être totalement le contraire. Fait que l'erreur que j'aurais eu faite dans ce contexte-là, c'est que je m'aurais laissé emporter dans le phénomène de l'effet miroir. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Fait que je vais juste prendre 2 secondes pour voir si on aurait des questions jusqu'à là. Oups. Là, c'est pas grave, je vais le laisser là. Jusqu'à date, wow, OK. Il n'y a pas grand monde qui a des questions. OK. C'est soit que je suis extrêmement clair ou bien non que les gens n'ont pas eu leur café encore. Ça a l'air d'être bien correct. OK. Dans l'éventualité que vous avez des questions, gênez-vous pas de les mettre dans le webinaire, dans le chat. La seule affaire, comme qu'on avait expliqué au début de la session, en fait, c'est pour tout ce qui est en lien avec des questions sur l'admissibilité des clients à certaines ressources qui existent dans le cadre des programmes du gouvernement ou si que le COVID-19 aura un impact sur, par exemple, le processus d'immigration à long terme pour les nouveaux arrivants comme des demandes de résidence permanente. Je sais qu'il y a une variété de questions qui circulent pour tout de suite par rapport à l'assistance sociale, par exemple. C'est si j'ai un client qui arrive et qui applique sur l'assistance sociale, mais il n'est pas résident permanent, ça va-tu avoir un impact sur sa demande de résidence permanente quand il va avoir le temps, quand ça va venir le temps de le faire? Fait qu'en fait, je ne suis pas vraiment un expert de ça. Puis plutôt que vous induire en erreur, je préfère mieux peut-être bien prendre toutes vos questions en note.
Puis à ce moment-là, on pourra voir comment on peut s'organiser pour avoir des mises à jour. Tu sais, je vais peut-être bien en parler un petit peu brièvement, mais vraiment pas beaucoup. Puis si vous êtes tracé dans le chat, Gordon avait mis l'adresse ce qu'on pouvait envoyer ces genres de questions-là. OK. Parfait. OK. Fait que là, on a parlé de l'effet miroir. Là, on va aller à la prochaine diapositive. À la prochaine diapositive, à la prochaine diapositive. En fait, ma souris d'ordinateur est quand même assez sensible. Pour quelqu'un que c'est la première fois qu'il fait une genre de présentation comme ça, je trouve que je me débrouille quand même assez bien, mais ça, c'est en grande partie à cause de Gordon du Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick. Fait que Gordon, je sais que t'écoutes, je voulais juste te dire merci pour ton soutien. Il est absolument précieux et crucial à ce site. Donc, je pense que j'ai eu 2 autres questions. Okay. Ben, je reviendrai bien aux questions quand ça va être le temps, quand on va aller dans une autre section. Fait que là, par rapport à l'accessibilité aux services. Ben, c'est de quoi qu'on va parler de? Ben, on va parler de l'accessibilité aux services médicaux. On va parler de l'accessibilité aux services de soutien financier, communautaire. On va brièvement parler de ce qui est comme statut de migration, puis comment que ça aurait pu changer par rapport, quel genre de rôle que ça peut jouer par rapport à agrandir plus ou moins notre banque de ressources pour les clients. Puis, c'est ça. Fait que là, prochaine diapo. Quand on parle d'accessibilité par rapport aux services médicaux, ce qu'il faut prendre en considération, c'est ça, c'est sûr que l'impact va être un peu plus ressenti avec les nouveaux arrivants qui viennent juste d'arriver puis que ça fait pas longtemps qu'ils sont ici. Parce qu'eux autres, bien qu'ils ne sont pas nécessairement familiers avec nos services médicaux puis avec comment ils peuvent avoir une accessibilité à ces services-là. En fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est nos clients sont-ils familiers avec notre système de santé puis ont-ils confiance dans ce processus-là, en fait? Moi, personnellement, puis je suis sûr que c'est la même chose pour plusieurs d'entre vous ici qui suivent la session actuellement, c'est que j'ai jamais vraiment eu beaucoup de difficultés à naviguer à travers du système de santé. J'ai passé toute ma vie exposé à ce système de santé-là. C'est le seul système de santé que j'ai connu. Fait que pour moi, naviguer à travers, ça peut venir quand même assez facile. C'est sûr et certain qu'il va y avoir des challenges, là, comme n'importe quel système de santé, mais en fait, c'est moins difficile pour moi que ça peut être pour une personne que ça fait 2 jours qu'il est assis et qu'il aurait besoin d'aller à l'hôpital, par exemple. Vu que ces personnes-là viennent d'ailleurs, puis c'est possible qu'ils vont avoir besoin du système de santé et d'y avoir recours, eux autres, ils vont faire confiance aux professionnels, aux administrateurs, aux personnes de ressources, qui est dans la plupart des cas, nous autres, pour être capable de les naviguer à travers ces instances-là. Là, comment que ça a un impact sur le COVID-19 puis la pandémie qui se passe jusqu'à date? Ben, tout ce qui se passe. Fait que, il ne faut pas oublier que l'interprétation de quand il faut qu'on ait recours au système de santé, ça aussi, c'est quelque chose qui varie grandement d'une culture à l'autre. Et que ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va tout comprendre ça, de la même manière, en fait. Fait qu'on pourrait, par exemple, avoir des clients que eux autres, ils peuvent venir d'une région qui est conflictuelle, puis ils pourraient avoir un médecin pour 1000 habitants, par exemple. Le seul temps qu'ils iraient chercher de l'aide médicale ou le seul temps qu'ils en recevraient, ce serait dans des situations qu'eux autres qualifieraient comme des urgences. Puis les urgences, pour eux autres, ça peut être, ils ont été atteints par des projectiles, ils ont été blessés suite à une explosion d'une bombe ou d'une mine, une variété de choses. Fait que, à titre d'exemple, ces clients-là qui viennent d'une région qui est quand même assez conflictuelle, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont vouloir ou qu'ils vont trouver que c'est nécessaire d'aller consulter de l'aide médicale dans le temps qu'ils développent des symptômes qui ressemblent
à une grippe. La problématique avec ça, c'est que pour nous autres, qui est déjà connecté, je reviens à tous les facteurs que j'ai dit antérieurement, qui est déjà connecté avec les actualités du COVID-19, qui savent un peu c'est quoi quand il faut que tu ailles chercher de l'aide, puis quand il faut que tu t'inquiètes par rapport à tes symptômes. Pour nous autres, on sait quand il faut aller à l'hôpital. Mais pour eux autres, peut-être qu'ils ne vont pas ressentir que c'est une urgence de contacter les hôpitaux quand ils présentent des symptômes comme ça. Puis là, la problématique, c'est que quand ils se rendent compte que la situation n'est pas nécessairement ce qu'ils pensaient que ça allait être, il est déjà trop tard. Ils ont déjà transmis l'infection à des personnes, ils sont déjà malades, ils ont déjà des difficultés de santé additionnelles qui s'accompagnent avec le COVID-19. C'est là la problématique. Fait que nous autres, notre job par rapport à tout ça, c'est si qu'on communique aux clients. C'est quoi, par exemple, les symptômes liés au COVID-19, puis qu'il faut qu'on leur communique clairement, c'est quand il faut qu'ils aillent chercher de l'aide. Il faut qu'on soit extrêmement détaillé puis extrêmement précis par rapport à ce qu'on va enseigner aux personnes. Puis c'est pour ça que c'est important aussi d'utiliser la vérification des concepts pour faire sûr que les clients comprennent effectivement, bon, ben, si que j'ai des symptômes qui ressemblent à une grippe, bien, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une grippe. Peut-être bien que c'est actually quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce que je pense. Puis, ça serait peut-être bien le temps que j'appellerais le 811, par exemple, pour m'informer ou toutes ces affaires-là. Une autre chose que je veux parler de, c'est les remèdes maison. Fait que, tout de suite, vu que tout le monde est probablement connecté sur Facebook, j'imagine que vous voyez toutes sortes d'histoires, puis que vous voyez des choses qui sont quand même, vous pensez dans votre tête, ah, c'est extraordinaire, je ne peux pas croire que c'est sur Facebook. Puis ça incite les populations plus ou moins, ça les induit en erreur. Fait que Justin m'expliquait, puis moi je l'ai vu même circuler, cette technique-là, sur Facebook. Apparemment que si tu aurais des symptômes qui ressemblent à une grippe, bien, la seule affaire que tu as besoin de faire, c'est de voir si tu peux retenir ton souffle pour une quinzaine de secondes. Et si tu es capable de retenir ton souffle pour une quinzaine de secondes, bien, à ce moment-là, ça veut dire que tu n'as pas le COVID-19, tu as probablement juste une grippe. C'est définitivement pas le cas, puis il ne faudrait pas non plus minimiser ces symptômes-là, mais ça, c'est une pratique populaire qui circule sur l'Internet. Une autre pratique populaire qui circule, c'est bien, on n'a pas besoin de masque. Parce qu'en fait, la seule affaire qu'on a besoin de faire, c'est de faire une solution antibactérienne comestible, comme de l'eau avec du sel, du miel, du vinaigre. Puis, on a rien besoin de gargariser ça. Puis ça va tout cleaner notre gorge, puis ça va faire en sorte qu'on n'aura pas de COVID-19, puis toutes ces affaires-là. Il y en a d'autres, mais je ne les citerai pas. Puis, en termes de pratiques populaires aussi, bien, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des gants pour aller faire l'épicerie. Puis là, ben, ils vont enlever leurs gants après qu'ils ont tout fini de ranger leur grosserie chez eux, contaminant ainsi, pas seulement le domicile, mais plus ou moins tout ce qu'ils auraient pu toucher dans leur chemin en retournant à leur domicile. Il y a même des gens qui prennent leurs gants et les jettent dans la rue. Ça m'enrage, mais c'est pas grave. Oh, je vois qu'il y a une question ici. Ça ne sera pas bien long. Okay. C'est une bonne question, ça, Alice. Je vais revenir là-dessus quand j'aurai fini d'expliquer cette section-là ici. Mais c'est une bonne question, tu as raison. Bon, là, ce ne sera pas long, je vais revenir à ce que je suis en train de faire ici. Tiens. Fait que là, je parlais de remèdes maison et de pratiques populaires inadéquates. Fait qu'en fait,
Ce qu'il faut prendre en considération, c'est, dépendamment des backgrounds que les personnes ont, si eux autres viennent d'un background qui vont accorder beaucoup d'importance aux traditions culturelles, pour eux autres, ça va être important de pratiquer ces genres de remèdes maison-là pareil, puis peut-être bien même qu'ils vont en faire une pratique qui va être quand même assez régulière dans leur médication contre le COVID-19. Okay? Euh, Ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est que les remèdes maison, c'est pas nécessairement une mauvaise affaire, tant longtemps que c'est clairement démystifié, tant longtemps que ça apporte une valeur ajoutée, puis tant longtemps que c'est pas en train de contredire les vraies pratiques ou les véritables pratiques qui sont mises en place pour essayer d'efficacement lutter à la propagation de ces différentes de ces symptômes-là liés au COVID-19. Fait que, par exemple, on pourrait avoir des personnes que, point de vue spirituel, c'est très important pour eux autres de prier à une entité spirituelle pour leur aider à les accompagner à travers la lutte de ces affaires-là avec le COVID-19. Entre moi et toi, c'est pas nécessairement une vraie affaire. Si ça peut aider les personnes à passer à travers, puis ça peut bâtir une morale un peu, tout ça a des impacts quand même sur l'efficacité pour lutter par rapport à la maladie. T'sais. Ça booste une morale, en conséquence, ça booste d'autres choses. Puis ça aide d'un point de vue général à la santé mentale de l'individu qui fait ça. La problématique qu'on pourrait avoir, par exemple, c'est ça causerait problème si la personne, en fait, ferait juste de prier puis n'irait pas consulter les personnes par rapport à le point de vue médical, les professionnels de la santé, ou choisirait d'ignorer les conseils d'un professionnel de la santé pour opter pour ses propres pratiques, ses propres croyances spirituelles. C'est là où on aurait la problématique. Fait que tant longtemps que ce que tu fais chez vous n'a pas d'impact négatif sur les directives des professionnels de la santé, si ça peut t'aider, ben c'est correct, mais il ne faut pas que ça remplace les vrais protocoles et les vrais consignes. L'autre chose aussi à prendre en considération, il y en a des gens qui aillent en collectivité, puis ils vont arriver, puis ils vont mettre des gants en même temps qu'ils vont aller en collectivité, faire des épiceries, puis ces affaires-là, mais il faut qu'on s'assure que si on met des gants pour aller faire l'épicerie, qu'on sache comment utiliser ces gants-là comme il faut. T'sais. Parce que si on met les gants, puis on touche à tout ce qui se passe, puis on touche à notre visage avec les gants, puis on rentre, puis on touche à des affaires dans notre maison avec les gants, c'est pas nécessairement une meilleure chose. On pourrait, par exemple, si on veut vraiment porter des gants, contacter la santé publique pour voir c'est quoi les meilleures procédures pour utiliser les gants d'une manière adéquate, puis éviter des pratiques comme, par exemple, les réutiliser. Fait que c'est juste important de savoir comment on utilise les choses pour faire sûr qu'on puisse utiliser les choses d'une manière adéquate. Là, je vais accéder à mon chat pour voir les questions. Okay. Fait Alice explique, les nouveaux arrivants n'évitent-ils pas aussi les soins de santé par manque de moyens financiers? Quand tu n'as pas la Medicare, on ne peut pas se permettre d'assumer une facture à 4 ou à 5 chiffres. Totalement d'accord avec toi, Alice. Puis là, c'est là ce que je ne suis pas nécessairement sûr ce qui se passe. Parce qu'en fait, je vais en parler plus dans la présentation, mais tu vas voir que pour assurer que les programmes sociaux essayent d'éviter le plus possible que les gens tombent entre les cracks, et le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont changé les critères d'admissibilité par rapport à une variété de programmes sociaux qui ont été mis en place pour justement aider les personnes à accéder à ces soins-là.
là, je peux te dire ça d'une manière générale. La problématique, c'est que je ne peux pas te garantir que ça s'applique à avoir des services de santé gratuites si tu n'es pas un résident permanent ou si tu n'as pas accès à Medicare. Fait que ça peut être un exemple de question qu'on pourrait écrire au conseil multiculturel, puis que le conseil multiculturel pourrait être bien clarifié dessus par rapport à ça. Puis, toutes vos questions aussi, ils sont programmés, puis ils vont être enregistrés dans le chat. Dans l'éventualité que je n'ai pas le temps de tout répondre ou que je ne peux pas point répondre à ces questions-là, on va être capable de pouvoir vous communiquer l'information par après. Puis Daniel explique présentement, est-ce qu'il y a des professionnels de la santé qui sont accessibles pour appeler certaines familles aux besoins pour valider leurs pratiques, les remèdes? Si oui, comment on peut partager leurs inquiétudes en lien avec certaines pratiques familiales pour les nouveaux arrivants? Fait que j'assumerais, ça, Daniel, c'est une bonne question. Ce que je sais, c'est qu'autre que le comité de communication COVID-19, le conseil multiculturel, en fait, a un comité de gestion de cas qui travaille quand même assez en collaboration avec les personnes dans la collectivité. Puis ça peut être des questions que vous pourriez communiquer à ce comité-là, puis eux autres pourraient probablement vous trouver des ressources par rapport à ça aussi. Sinon, j'imagine le traditionnel santé publique, c'est des infirmières au bord de la ligne qui parlent, fait que peut-être qu'eux autres pourraient répondre à ces questions-là aussi. Mais ça, c'est toutes les bonnes questions qu'on pourrait envoyer au conseil pour qu'on puisse revenir par après avec des explications un peu plus détaillées. Là, je vais juste aller un petit peu plus vite parce que je commence à me rendre compte qu'il me reste rien qu'une demi-heure, puis il faut passer à travers une couple de slides quand même. Fait que quand on parle, ça, on a survolé ça. OK. Parfait. Ce sera pas long. Bon. Fait que là, ce slide-ci, peut-être bien que ça va être quand même assez important pour vous. Fait que les soutiens financiers puis communautaires. Ben, ce qu'il faut vraiment retenir par rapport à ça, c'est imaginez-vous par exemple qu'un de nos clients est arrivé au Canada puis il s'est installé au Nouveau-Brunswick depuis 3 mois. Puis là, à ce moment-là, il savait trouver un emploi. La situation économique allait quand même assez bien. Puis là, le COVID est arrivé. Puis là, à cause de la pandémie, il est congédié. Ça veut dire qu'il n'y a plus de job. Là, il n'y a plus de support financier, puis là, il faut qu'il trouve une solution pour assurer ses besoins. Puis là, ils viennent voir par rapport à ça, ben, nous autres, on se demande, ben, il qualifie-tu pour l'assurance emploi, par exemple? Peut-être qu'il qualifie pour le PCU. Y a-tu appliqué pour être programme de support financier provincial? Cette personne-là, sais-tu que ces programmes-là existent? En fait, nous autres, toutes ces affaires-là nous viennent en tête parce qu'on sait que ces programmes-là existent. On sait que ces programmes-là existent parce qu'on est connecté avec les mises à jour médiatiques sur le COVID-19. Puis, on a un réseau qui nous permet de nous mettre à jour puis de nous garder à jour avec ces différentes ressources-là qui viennent en place. Simplement, je vais regarder, je pense qu'on a eu... J'essaie d'avoir accès à ma boîte de chat. Malheureusement, je ne peux pas pour l'instant. Je vais revenir à la potentielle question un petit peu plus tard, si ça ne vous dérange pas. Fait que là, vraiment rendu à ce point-là, c'est que nous autres, c'est facile pour nous autres de passer à... Ah, attends, là, je l'ai. OK. C'était juste la clarification par rapport au coût et ces affaires-là. Oui, chez Agathe, le programme provincial est terminé, mais il n'était pas terminé dans le temps que j'ai mis cet exemple-là. C'est pour ça que je l'ai juste énuméré comme ça. Là.
Puis ma collègue Christelle semble avoir de l'information par rapport aux services de santé pour les clients. Puis là, à ce moment-là, avec le COVID-19, c'est quelque chose qu'on pourra communiquer parce que c'est quand même assez détaillé et assez long. Merci Christelle, je n'aurai pas le temps de tout lire ça. OK, bon, mais c'est clair que tout le monde a accès à ça, c'est fantastique. Merci Christelle. Parfait. Fait que je vais vous donner un exemple sur l'importance de ne pas assumer que ces personnes-là savent que ces programmes-là existent. Fait que moi, à un moment donné, j'ai travaillé avec une dame qui venait d'une place jusque l'assurance chômage maternité n'existait pas, clairement. Pourquoi que je dis ça? C'est parce que je travaillais avec cette dame-là, puis à un moment donné, j'ai fini par comprendre à travers les interprètes que cette dame-là est enceinte. Elle allait accoucher dans une période de quasiment moins de 2 mois. Puis là, j'arrivais et j'ai demandé à la dame, ah, OK, tu sais, félicitations, fantastique, c'est quand que tu vas aller sur ton chômage maternité? Puis la dame me regardait, puis elle n'avait pas de l'air à comprendre ce que je voulais dire par chômage maternité. Puis là, j'ai commencé à y expliquer. Puis là, à ce moment-là, elle croyait que c'était une forme d'assistance sociale. Fait qu'elle ne voulait rien savoir de ça parce que pour elle, elle vient d'une culture où les gens travaillent, puis ils ne veulent pas nécessairement avoir des handouts du gouvernement. Fait que pour elle, culturellement parlant, elle ne voulait vraiment rien savoir de ça jusqu'à temps que je lui explique vraiment en détail c'était quoi le chômage maternité, puis le fait que, tu sais, non, on t'enlève de l'argent de ta paye à toutes les 2 semaines pour que, justement, si jamais que ça arrive, que tu vas accoucher, que tu puisses passer du temps avec ton enfant, puis que tu puisses récupérer de ton accouchement et une variété d'affaires. Fait qu'en réalité, c'est ton argent que le gouvernement prend pour le mettre de côté pour une situation comme ça. Là, elle avait compris, puis elle était comme « Ah, OK, mais ça, c'est bon. » Mais si que je lui aurais pas parlé de ça, elle n'aurait pas été sur le chômage maternité, puis probablement qu'elle aurait commencé à travailler une semaine après qu'elle aurait eu à accoucher, par exemple. C'est pas bien, non, je me sens. Tu as absolument raison, Rodrigue, ça s'appelle l'assurance emploi puis pas le chômage. Ça, c'est mon patois d'Edmundston, plus ou moins. Là. Nous autres, on appelle ça du chômage maternité en jargon, mais tu as absolument raison. C'est pour ça que c'est important et tout de comprendre qu'il ne faut pas nécessairement assumer que les gens, même que les nouveaux arrivants sont familiers avec notre accent ou qu'ils comprennent c'est quoi. Parce qu'en fait, même ces affaires-là, des fois, ça peut induire les gens en erreur. Fait que je te remercie, Rodrigue, pour ça. Par rapport à l'assurance emploi pour le congé de maternité, on peut se référer peut-être bien au congé de maternité pour ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est si je ne lui aurais pas parlé de ça, elle aurait complètement été non au courant de ça, puis elle aurait manqué une bonne opportunité de pouvoir profiter d'une ressource qui lui était accessible. Là, quand on parle de processus, la problématique qui vient avec ça, c'est un peu comme ce que j'expliquais tantôt, puis là, d'après les mises à jour que Christelle vous a communiquées, vous voyez ça un peu plus en détail. En fait, il y a une variété de programmes sociaux qui existent au Canada. Puis l'assurance emploi, ça peut en être un, mais il y a le PCU et tout qui a été mis en place, il y a une bonne firme. Puis là où es-tu, au début, quand ils ont mis ça en place, il y avait des critères spécifiques. Puis là, au fur et à mesure que les gens communiquaient leurs inquiétudes par rapport aux gaps qui existaient entre ces critères-là, les critères d'admissibilité ont changé pour pouvoir avoir accès à ces programmes sociaux-là. Fait que des gens qui n'avaient pas le statut de résidence permanente autrefois pour pouvoir accéder à ces services-là, puis qui n'auraient pas été capables d'accéder à ces services-là, se retrouvent à ce qu'ils peuvent accéder aux services. La problématique, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent accéder aux services parce qu'ils ne sont pas connectés à travers les mêmes instances que nous autres, parce qu'ils n'ont pas le même réseau de communication que nous. Fait que notre job, c'est quand on va arriver, puis on va communiquer
excusez, quand on va communiquer aux personnes les programmes de soutien ou qu'on va les référer vers les bonnes instances qui peuvent expliquer davantage ces programmes de soutien-là, ce qu'il va falloir faire, c'est de s'assurer qu'ils savent que c'est pas parce qu'ils n'avaient pas accès aux services avant qu'ils ont, il faut qu'ils soient au courant qu'ils ont accès aux services désormais. Puis la manière qu'on va faire pour faire ça, c'est qu'on va utiliser la vérification du concept pour faire sûr qu'ils comprennent ce qu'on a tenté de communiquer. Là, quand ça vient par rapport à la peur de pouvoir perdre son statut, ces affaires-là, ça, c'est une des questions générales que je ne voulais pas trop aller en détail par rapport à ça. Je vais plus ou moins reformuler ce que Justin avait dit dans le cadre de sa première session. Fait que jusqu'à date, on n'est pas au courant que ce qui se passe tout de suite, puis les répercussions qui se passent tout de suite avec le COVID-19, si ça va avoir des répercussions ou pas par rapport à l'immigration en général, les statuts, puis les processus d'application pour une résidence permanente, toutes ces affaires-là. Pour l'instant, rien ne nous laisse croire que ça va avoir des impacts. Le Conseil multiculturel a demandé au gouvernement de clarifier cette position-là pour justement réassurer les personnes qui peuvent être bien être touchées par ces inquiétudes-là. Là, je pense que c'est juste une question d'attendre que ça sorte ou que ça soit clarifié. Mais le Conseil multiculturel est en train de travailler là-dessus pour que la communication par rapport à ça soit quand même assez claire. Bon. OK. Par rapport à comment on peut faire pour promouvoir la distanciation sociale puis physique. Fait que les choses qu'il faut prendre en considération, c'est collectivité culturelle, la taille de la famille, l'adaptation par rapport à l'adaptation, la conformité à suivre ces consignes-là qui sont mis en place, l'hygiène personnelle, le niveau de crise. Puis là, ensemble, on va aborder ces différents concepts-là. Chose à prendre en considération, c'est que beaucoup de nos clients viennent d'une culture jusque les rassemblements, ça occupe une partie quand même assez importante dans leur quotidien. C'est quand même assez fréquent. C'est pas rare pour des clients qu'ils peuvent avoir des rassemblements de 10, 20, 30, 40, 50 personnes d'une manière quotidienne, dépendamment de la culture jusqu'ils viennent. Fait que le fait que l'Astur, on ne peut plus faire de rassemblement, puis qu'il faut qu'on reste chez nous, ça peut être quelque chose qui peut quand même être assez difficile pour certaines de nos personnes à, à mettre en pratique. Puis l'autre chose, c'est vu que des rassemblements collectifs, ça peut être quand même assez important dans leur culture, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont penser à ça d'une manière naturelle, que, oh, OK, là, l'état d'urgence a été déclaré, puis le premier ministre ne veut pas qu'on fasse de rassemblement de plus de X montant de personnes, puis même, il ne veut pas qu'on sorte de chez nous. Okay. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'il va falloir faire quand on va communiquer ces affaires-là à nos clients? C'est qu'il va falloir qu'on lui explique clairement c'est quoi les responsabilités que eux autres ont à mettre en place, les consignes qu'ils ont à pratiquer pour faire sûr qu'ils fassent leur part pour minimiser la propagation du COVID-19 et des symptômes qui sont reliés à ça. Je vais vous donner un exemple. Okay? On a tous travaillé avec puis là, je reviens bien à la famille syrienne ou à des familles syriennes, juste pour comme illustrer ce point-là. Mais on a tous travaillé avec des clients jusqu'à on a été en mesure de voir vraiment le grand impact qu'un manque de logement adéquat en région aurait pu avoir sur ces personnes-là. Fait que ça l'est arrivé que quand on avait accueilli des familles syriennes, par exemple, ben, culturellement parlant, tu peux avoir plusieurs unités familiales qui vivent sous le même toit parce que le rapprochement familial est quand même assez important. Puis il n'y a rien de mal avec ça, c'est juste que quand les familles viennent avec des pratiques comme ça, nous autres, ce qu'il faut qu'on réalise, c'est que là, il faut qu'ils aillent dans des logements jusqu'en réalité, on est incapable d'accommoder 3 à 4 personnes. Je suis quand même assez généreux avec mon 3 à 4 personnes par unité familiale, par appartement, par exemple. Ce sera pas long.
Fait que là, à ce moment-là, on voulait maintenir le rapprochement familial, mais on ne pouvait pas mettre 7 à 8 personnes ou 10 personnes dans le même appartement, qui peut accueillir 3 à 4 personnes. Fait que ce qu'on a fait? Ben, quand c'était possible, on mettait 2 familles dans 2 appartements, mais dans le même bloc. Fait qu'à ce moment-là, c'était une bonne manière d'essayer de pouvoir héberger la famille le plus adéquatement possible par rapport à leurs besoins, tout en s'assurant qu'il y avait un impact minime sur l'unité familiale et le rapprochement familial. Okay? L'affaire par rapport à ça, c'est que si ces familles-là continuent de se rencontrer entre eux autres, ils aillent d'un appartement à l'autre, puis ils se rassemblent collectivement d'un appartement à l'autre, peut-être qu'ils ne comprennent pas qu'avec l'état d'urgence qui a été déclaré, malheureusement, tu ne peux plus faire ça. Ce n'est pas parce que ta parenté reste dans un appartement qui est dans le même bloc appartement que toi que tu vas avoir le droit d'aller les visiter puis vice-versa, parce qu'en fait, c'est ça qu'ils ne veulent pas qu'on fasse. OK? Fait que ça, c'est un des exemples de comment il va falloir qu'on explique. Puis, je suis en train d'illustrer des exemples qui peuvent être quand même assez courants. Il va y en avoir d'autres, c'est sûr, mais ça, c'est un des exemples qu'il va falloir qu'on accorde du coaching pour les personnes qu'on va intervenir avec. Puis, il va falloir qu'on utilise la vérification des concepts pour pouvoir expliquer davantage ces affaires-là. Fait que là, ça couvre grande famille, famille immédiate, famille élargie, le surpeuplement. Puis les autres affaires, je vais juste les skipper parce qu'il me manque à peu près une vingtaine de minutes. Fait que je vais juste faire sûr que j'ai le temps de tout couvrir d'une manière générale les points qui sont importants puis de prendre vos questions et tout à la fin si c'est applicable. Fait que l'adaptation au sein de l'adaptation. Bon. En fait, comme que je l'ai mentionné à plusieurs reprises, ce qui se passe avec le COVID-19 pour l'instant, ça va avoir une plus grande impact par rapport aux gens qui viennent tout juste d'arriver. Puis là, je le rajoute, parce que ça n'avait pas nécessairement été discuté dans la dernière formation que j'avais suivie, mais ça va avoir un impact qui va être quand même assez considérable pour les personnes vulnérables. J'entends personnes vulnérables, les gens qui, ça fait quand même une couple d'années qu'ils peuvent être au Canada pour le Nouveau-Brunswick, mais qui peuvent quand même avoir un peu de difficulté à s'intégrer puis à s'adapter. Des personnes, par exemple, qui ne parlent pas vraiment le français ou l'anglais, ou des personnes qui n'ont pas décroché de l'emploi pour une variété de raisons, des personnes réfugiées, etc. Fait que, par rapport à ça, on va parler de l'impact d'arrivées récentes. On va parler aussi des impacts des gens qui ne sont pas encore ici. Puis on va parler de comment que ces clients-là, ben, que les clients en général, il faut qu'ils réapprennent comment s'adapter à niveau ici. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les gens sont ici, puis ils ont appris comment que ça marche. OK? Puis là, du jour au lendemain, tout ce qu'ils ont appris est sorti de la vie. Parce que le COVID-19 a fait en sorte que on a tellement été obligé de reformuler comment on fait notre quotidien qu'il faut apprendre, il faut réapprendre comment s'adapter encore à la communauté qu'on tente d'intégrer ou à la communauté qu'on vient juste d'arriver puis qu'il faut qu'on essaye d'intégrer dedans. OK? Puis l'affaire à prendre en considération à travers tout ça, puis c'est ça qui est quand même assez triste, c'est ces personnes-là ont besoin de services plus que jamais, OK? Ils ont besoin des services des associations multiculturelles, puis des associations comme vous autres, puis de professionnels comme vous autres. La problématique qui se passe tout de suite, c'est on n'est pas nécessairement super gearé pour pouvoir lui donner des interventions individuelles un à un, par exemple. Bref, notre capacité de livraison de services n'est pas comme qu'elle était pré-COVID-19. Fait que on est tous en train de travailler, puis je suis sûr que c'est la même affaire pour vous autres. On est tous en train de travailler sur comment on peut rendre nos services plus réels, ou bien la livraison
de nos services taillés par rapport à ce qui se passe tout de suite avec cette problématique-là qui est le COVID-19. C'est juste, c'est plate de constater qu'on ne peut pas intervenir de la même manière, puis qu'il y a quand même des difficultés à accéder aux services. C'est pas pareil comme avant. Fait qu'il faudra qu'on prenne ça en considération quand les gens vont venir nous voir. La prochaine diapo. Fait que se conformer aux directives. Bon. Là, vous voyez la photo, en fait. Je pense que cette photo-là, on peut assumer que cette photo-là nous vient d'une place. Jusque, tu vois que toutes les chars sont bien alignés, tout le monde va dans le sens approprié de la route, tout le monde respecte ses lanes, tout le monde fait une conduite qui est quand même assez bonne. Cette photo-là, en fait, nous vient d'une place jusque les gens ont tendance à naturellement se conformer aux directives gouvernementales. Parce que, le gouvernement peut mettre en place des procédures pour faire sûr que les gens se conforment à ça à travers des amendes ou à travers d'une variété d'affaires. Puis, ils disposent des instances jusqu'à cette information-là peut être communiquée aux populations qui résident sur leur terrain. Okay? Si tu regardes même dans le milieu, tu as juste une petite personne qui est habillée en orange, qui est en train de vraiment minutieusement maintenir l'espace vert de ce highway-là. Okay? Par contre, je dirais que, en tout cas pour ma part, la majorité de mes clients me viennent d'une place où c'est plus ou moins le même. Mais j'ai quand même des personnes qui peuvent venir d'une place puisque eux autres, en fait, c'est ça leur réalité. OK? Il y a des gens qui vont venir des places jusque pour eux autres, le gouvernement ne va pas nécessairement disposer d'instances qui peuvent assurer la conformité de ces gens-là par rapport à leurs directives. Puis ça peut être leur quotidien. Moi, j'appelle ça plus ou moins naviguer à travers le chaos d'une manière quotidienne. Fait que ça, c'est quoi que ça veut dire? Ben, si moi, j'ai des gens qui viennent d'une place, jusque ça, c'est leur quotidien, jusque les autres sont habitués de gérer le chaos d'une manière régulière. Ben, peut-être qu'ils ne vont pas nécessairement voir la déclaration de l'état d'urgence du premier ministre du Nouveau-Brunswick de la même manière que moi et toi, on va la voir. Peut-être qu'ils... Puis évidemment, ce que je ne veux pas faire, hein, c'est que je ne veux pas généraliser rien. Okay? Mais je pense que c'est important qu'on soit conscient que ça, c'est des réalités possibles qui peuvent venir. Puis, personnellement, je ne vois pas vraiment de mal à expliquer ces différents concepts-là à nos clients avec une vérification du concept pour faire sûr que ces personnes-là sont réellement au courant de leurs responsabilités par rapport à l'état d'urgence et que c'est qu'il faut qu'ils fassent. Là, on va passer à l'hygiène personnelle. Bon. Fait qu'en fait, l'hygiène personnelle, par rapport à toutes ces affaires-là, ça peut être un peu délicat. Puis je vais vous donner un exemple. Ben, moi, plusieurs de mes connaissances, plusieurs de mes collègues vont avoir tendance à affirmer que je suis une personne qui est extrêmement propre, par exemple. Okay? Puis il y a même d'autres personnes, comme mon épouse, qui me dit que je suis même un peu trop propre. Okay? Moi, je suis la personne qui fait son ménage tous les jours, la vaisselle à tous les jours. Ça va arriver que je peux me laver 1 à 2 fois par jour si je fais du sport. Je vais utiliser du désinfectant, je vais utiliser le savon pour me laver les mains. Une bunch de choses. Fait qu'en termes des standards de l'hygiène nord-américaine, je pourrais me considérer comme étant propre. Par contre, j'écoutais Justin parler une couple de semaines passées, une couple de journées passées, quand lui faisait sa conférence, puis il disait qu'au Japon, ce que je considère, moi, comme étant extrêmement propre, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va être la même affaire, puis même, peut-être bien qu'au Japon, il faudrait que j'améliore mon hygiène personnelle.
il expliquait, lui, de quoi qu'on ne fait vraiment pas ici, là, au Nouveau-Brunswick. En tout cas, moi, je n'ai pas vu ça. Mais avant d'aller dans une piscine publique, par exemple, les gens vont se laver, puis là, après ça, ils vont aller dans la piscine, puis après qu'ils ont sorti de la piscine, là, ils vont se laver, puis après ça, ils vont aller faire leurs affaires. Euh, il y a une paire de pantoufles différentes pour chaque pièce à l'intérieur. Tu auras une paire de pantoufles pour aller à la cuisine, puis après ça, tu auras une paire de pantoufles pour aller de la cuisine à la salle de bain, puis après ça, tu auras une paire de pantoufles pour aller de la salle de bain à la chambre, puis après ça, tu auras une autre paire de pantoufles pour aller de la salle de bain, ben non, de la chambre au salon, puis une variété d'affaires. Et c'est, on fait définitivement pas ça. Pas que je suis au courant de. Fait que c'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire qu'un degré de propreté, ça et tout, ça varie culturellement d'une région à l'autre. Puis ça veut dire que si on a des gens qui viennent d'une place, qui peut avoir une interprétation subjective de c'est quoi une bonne hygiène personnelle lors du COVID-19, ça va être notre job de s'assurer qu'on communique l'information que tous les professionnels de la santé semblent dire tout de suite. Fait que l'importance, c'est lave-toi les mains comme du monde, prends les knuckles, prends les ongles, une bunch d'affaires pour moins d'une vingtaine de secondes. Fais sûr que tu ne touches pas le visage. Quand tu vas sortir, fais vraiment sûr que tu sors juste pour des déplacements essentiels. Puis quand tu vas être en collectivité, fais sûr que tu gardes un minimum de 2 mètres de distance entre ton entourage et toutes les personnes dans ton entourage. Puis, si possible, envoie juste une personne faire l'épicerie. Okay? Fait que comment qu'on peut expliquer ça à nos clients? Ben, en fait, je vais vous donner un exemple. On pourrait, par exemple, utiliser la vérification du concept pour faire sûr que ces personnes-là comprennent comment promouvoir la distanciation sociale en allant faire, sociale et physique, en allant faire l'épicerie, par exemple. Fait que si que j'explique à un client ce que je viens de vous expliquer, ben, comment que je fais pour savoir si cette personne-là a compris? Ben, je pourrais lui dire, as-tu compris? Puis elle me dirait oui, puis là, je pourrais assumer que tout serait correct. Puis là, après ça, cette personne-là pourrait aller faire l'épicerie, puis elle pourrait ne pas suivre tout ce que j'ai dit, puis elle pourrait pas sortir de là avec une amende salée. Parce que là, à cette heure, vu l'état d'urgence qui est déclaré, tu peux avoir quand même des fines si que tu ne te conformes pas aux directives, une variété de choses. Ben, à place d'assumer qu'elle a compris puis de passer à une autre chose, je pourrais lui demander, ben, est-ce que je me suis bien expliqué? Puis là, si elle dit oui, OK, ben, peux-tu m'expliquer comment que tu vas mettre en place la distanciation sociale physique quand que tu vas aller faire l'épicerie? Puis là, si cette personne-là me dit, ben, je vais emporter une personne de l'unité familiale qui va être moi, puis pas d'autres personnes, à titre d'exemple, je vais aller en collectivité, je vais faire sûr de garder au moins 2 mètres de distance entre moi et mon entourage. Je vais me laver les mains le plus possible. Puis, je vais ne pas toucher à ma face. Bonne je te fais de même. Ben, tu sais qu'elle a compris. Mais c'est que la première chose qu'elle dit, c'est ben, quand que moi et la famille, on va aller faire l'épicerie, on va faire sûr qu'on garde 2 mètres de distance entre chaque personne. Ben, tu sens pas de temps qu'il y a de quoi qui n'a pas été communiqué comme il faut parce qu'on avait dit qu'il n'y a rien qu'une personne de l'unité familiale qui sortirait. C'est pour ça que la question de vérification des concepts est quand même assez importante. Niveau de crise, fait que ce que j'entends par niveau de crise, c'est la gravité de la situation. Bien comprendre c'est quoi la gravité de la situation pour faire sûr que nos clients comprennent vraiment tout ce qu'ils ont à faire. Fait que c'est comme que si je dis, il y aura beaucoup de nos clients que ça ne sera pas nécessairement une problématique, mais il y aura quand même de nos clients qu'il faudra conscientiser par rapport à ça. Okay? Fait que comment on fait pour faire ça? Ben, c'est vraiment important de leur parler pour s'assurer qu'ils comprennent l'ampleur de cette pandémie ici. Puis il faudra leur enseigner les bonnes pratiques à prendre, puis il faudra utiliser la vérification des concepts pour faire sûr que ces personnes-là comprennent ce qu'ils doivent faire pour faire leur part, pour minimiser les risques de transmission communautaire du COVID-19 en communauté. Puis il faut vraiment s'assurer qu'on écoute ces personnes-là, qu'on comprenne leur réalité. Puis il faut vraiment ne pas assumer qu'ils sont au courant de nous autres, puis qu'ils savent toutes ces informations-là. Okay? Moi, je crée beaucoup dans l'approche, c'est mieux de prévenir que de guérir.
trop d'informations, pour moi, c'est mieux que pas assez d'informations. Donc, en conclusion, on a parlé de la communication, de l'accessibilité aux services, la promotion de distanciation sociale, physique. Fait une chose qu'il faut qu'on garde en considération, c'est que nos clients, ils n'ont pas nécessairement accès aux mêmes ressources que nous autres, puis parfois, là, ça va arriver qu'ils ne savent pas où aller pour obtenir la bonne information. Fait que nous, on agit comme le point de communication de bonnes informations à nos clients. Puis c'est important qu'ils comprennent que s'ils ont des questions par rapport à ça, qu'ils peuvent venir nous voir, puis on va être capable de les orienter. Ce qui est mis en place tout de suite en médium de communication, ça ne veut pas nécessairement dire que ça s'applique à l'ensemble de notre clientèle. Il y a des clients qui font face à des barrières linguistiques, il y a des clients qui font face à des manques de compréhension des accents, une variété de choses. Il y a des clients qui ne parlent même pas l'anglais ou le français. Fait que quand on peut, c'est important d'être capable d'utiliser l'interprétation si on veut communiquer avec des personnes, ou de la traduction, si on veut communiquer avec des personnes pour faire sûr qu'ils ne perdent pas la pertinence du contenu ou qu'ils ne comprennent pas que c'est qu'on sera en train de leur transmettre. Fait que quand on parle avec des clients, c'est important qu'on se mette dans leur peau puis qu'on s'assure qu'on utilise la vérification des concepts pour faire sûr que ces personnes-là ont bien compris l'information qu'on a essayé de communiquer. Okay? L'autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a différentes réalités pour différentes clientèles. C'est vraiment important de faire sûr qu'on donne le plus d'informations possible et de ne pas assumer qu'ils sont tous au courant de ces affaires-là. C'est là ce qu'on manquerait de bateau. Puis, une autre chose et tout, en terminant avec ça, c'est là, j'ai expliqué tout ce stuff-là. Okay? Mais ce qu'il faut réaliser et tout, c'est que l'état d'urgence est déclaré. Okay? Puis ça va être normal probablement pour les prochaines semaines à venir. Okay? C'est important de comprendre que ça ne veut pas nécessairement dire que nos clients sont au courant de leurs responsabilités civiles dans le cadre de cet état d'urgence-là, puis qu'est-ce que ça implique par rapport à leur participation. Puis ça peut être en raison de toutes les différentes affaires que j'ai survolées antérieurement dans la présentation. La problématique, c'est si qu'ils ne font pas par exprès, mais qu'ils violent ces affaires-là, ils peuvent sortir de là avec des amendes. On parle de peines possibles d'emprisonnement et tout, puis d'autres formes de conséquences légales. Okay? Puis, c'est pas juste une affaire de conséquences légales ici, mais c'est que si on ne communique pas l'information aux personnes, éventuellement, là, tu vas voir un autre axe de problématique et tout qui va se développer, qui va être du racisme, des stéréotypes, puis de la projection négative sur certaines populations. Puis tu as juste besoin de voir tout de suite ce qui se passe sur Facebook, puis les commentaires que les personnes disent par rapport aux gens qui viennent de la Chine, des personnes d'origine chinoise. C'est complètement monstrueux, le racisme auquel ils font face. Ben nous, là, on est dans une position tout de suite, en tant qu'intervenant, en tant qu'agent de changement, de faire sûr que, en communiquant ces informations-là à nos clients, puis en les conscientisant à l'importance de ces pratiques-là, que indirectement, ça va contribuer aussi à diminuer un autre phénomène qui va être des répercussions racistes, plus loin à long terme. Okay? Fait que c'est pas mal ça que j'avais à dire dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui.